Bien que j'ai utilisé des images d'illustration pour expliquer mon histoire, ceci n'est absolument pas une fiction ni un récit produit par intelligence artificielle. C'est l'histoire véridique et factuelle de ma conversion en Christ, car tout a commencé par ma famille. Si vous êtes bénis par ce témoignage, ayez la gentillesse de le partager, afin de propager la bonne nouvelle du salut. Merci à vous. Dans un village français, en Ardèche, un jeune homme nommé Marius rentre chez lui après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale. Après une période de réadaptation à la vie civile, il se passionne pour l'étude de la Bible. Il décide de se rendre en Suisse pour suivre une formation théologique en vue de devenir prêtre jésuite. Une fois sa formation achevée, il part en mission en Afrique. Il commence par les pays arabes, puis s'installe en Afrique noire coloniale. Il est sous l'autorité de l'Église catholique. On le décrit comme un jeune homme généreux, aux multiples talents et doué, il est apprécié par la population locale. Mais c'est aussi un esprit libre et indépendant, doté d'un caractère fort et très obstiné. Au bout d'un certain temps, un conflit surgit avec les autorités ecclésiastiques et il choisit de retourner à la liberté de la vie civile. Il installe un garage de réparation automobile à l'arrière de sa maison, et il ouvre aussi un studio de photographie où les habitants viennent se faire prendre en portrait. Il travaille également comme paysagiste pour des bâtiments publics. Son cœur est toujours tiraillé entre sa vocation spirituelle de prêtre et les aspirations créatives de la vie civile. Il est également malgré lui toujours très attiré par les femmes. Un jour, il rencontre une belle jeune femme issue d'une famille bien établie. Elle emménage avec lui en tant qu'épouse, selon le mariage traditionnel africain, mais sans mariage civil légal. Ils deviennent mes grands-parents, les parents de mon père. Quelques années avant ceci, en pleine période coloniale, un ingénieur français tente de respecter la requête de son employeur, il doit construire un pont dans la ville. Cependant il s'ensuit une accumulation de problèmes étranges, des accidents mortels, des retards anormaux, et autres calamités. Un jour suite à un énième accident, les ouvriers interpellent les ingénieurs et insistent que certains protocoles spirituels n'ont pas été respectés. Parce que cette construction implique le fleuve en dessous, et qu'il y a des forces spirituelles invisibles dans ce fleuve, il faut absolument obtenir le conseil de certaines autorités spirituelles connues par la population animiste et indigène. Sinon les catastrophes vont continuer. Une certaine femme était connue pour faire l'intermédiaire avec les esprits des eaux. La légende disait que son mari disparaissait pendant des semaines sous l'eau et qu'elle-même avait les mêmes pouvoirs spirituels. Ils affirmaient tous les deux que de véritables villes existaient dans les profondeurs de l'eau. Son mari étant absent, les ouvriers envoient une délégation pour réclamer l'aide de cette femme. Elle accomplit certaines offrandes et rituels nécessaires et leur donne le feu vert pour reprendre leur construction. Cette femme en question était la mère de ma grand-mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère. C'est la fille de cette femme, une jolie jeune fille, qui avait fait succomber Marius. Leur fils, donc mon père Roger, était désormais déjà en route. Mon père Roger était la prunelle des yeux de sa grand-mère, elle l'adorait et il la suivait partout. Elle lui enseigna des profonds mystères spirituels, comment devenir prêtre comme elle et travailler avec des esprits familiers, comment utiliser le pouvoir des eaux. Il n'était pas comme la plupart des enfants métis de cette époque coloniale, il était profondément attaché à ses racines africaines et il désirait la connaissance et le pouvoir spirituel. Cette relation très forte avec sa grand-mère et ses enseignements mystiques aura plus tard de graves conséquences sur sa propre vie et celle de ses futurs enfants. En tant qu'étudiant et fils d'ancien militaire, il choisit de faire carrière dans l'aviation. Il part en France pour suivre une formation dans une académie connue d'aviation militaire à Toulouse. Mais derrière la façade de son succès académique, il reste dangereusement très fasciné par les enseignements spirituels occultes de sa grand-mère. Roger se marie très jeune et il a déjà 4 enfants lorsqu'il obtient son diplôme de l'école d'aviation en France. Il avait emmené sa femme avec lui pour vivre en France pendant ses études. À cette époque, elle était déjà mère de 4 enfants et enceinte de jumeaux, mais Roger a commencé à connaître de graves difficultés financières et des revers de fortune. Il devait constamment emprunter de l'argent à ses amis, et il s'est mis à boire, à jouer aux jeux d'argent et à courir les femmes. Un jour, sa femme enceinte a glissé et est tombée dans les escaliers de leur appartement en France. Elle est décédée et a également perdu ses jumeaux. Suite à cette tragédie, leurs 4 enfants ont été renvoyés vivre avec la famille en Afrique. Auparavant en Afrique, dans une autre famille, un jeune homme ambitieux appelé Ali a saisi l'occasion, il y a des années, de se rendre à Paris, en France, pour étudier la médecine. Il est revenu en tant que vétérinaire et a ouvert un cabinet en ville.
C'était un intellectuel qui aimait lire et il a créé un festival des arts pour promouvoir les musiciens traditionnels. En vieillissant et en gagnant en popularité auprès de la population locale, il s'est intéressé à la politique et a commencé à faire campagne. Il s'est engagé dans de nombreuses luttes communautaires et de nombreuses actions humanitaires contre la famine et le paludisme. Il est devenu très respecté et a acquis une certaine aisance financière.